Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Voici les grands titres de l'actualité de ce lundi 24 novembre. L'heure des bilans après la clôture de la COP30 à Belém au Brésil. 10 ans après l'accord de Paris, les observateurs s'accordent à dire que c'est un rendez-vous en demi-teinte, pointant du doigt l'absence de mention sur l'urgence de sortie des énergies fossiles. Nous serons avec Isabelle Béraud-Amadei et Céline Caron pour évoquer avec elle le bilan côté monégasque et les engagements pris ou renouvelés. Environnement encore avec cette initiative qui s'inscrit dans le temps à Monaco et qui se déroule jusqu'au 30 novembre. Nous vous dévoilerons dans ce journal le programme de la Semaine européenne de réduction des déchets avec un focus mis sur les équipements électriques et électroniques. Nous évoquerons ensuite avec notre invitée Lucille Pétavin le coût de la virilité. C'est le postulat de son ouvrage dans lequel elle se pose cette question. Combien économiserait-on si les hommes se comportaient comme des femmes? Elle donne ce soir une conférence à Monaco à l'invitation du Zonta Club. Et puis nous reviendrons sur la défaite de la Roca Team hier face à Bourg-en-Bresse. Les basketteurs monégasques ont laissé filer en toute fin de rencontre un match qu'ils avaient pourtant en main. Mais pour débuter cette édition, donc, ce retour sur la COP30 qui s'est achevée en fin de semaine dernière à Belém, au Brésil. Une conférence cruciale, 10 ans après l'accord de Paris, marquée à la fois par des avancées et par des déceptions. La COP30 aura en effet permis de renforcer la mobilisation autour de l'adaptation au changement climatique, avec des États qui se sont engagés à tripler les financements d'ici 2035. Mais dans le même temps, cette grande réunion internationale sera passée à côté de la prise d'un engagement ferme sur les énergies fossiles, faute de consensus. Monaco a bien sûr participé à cette COP30. Je vous propose d'écouter le ministre des Relations extérieures et de la coopération sur ce bilan mitigé. D'abord, il faut rappeler le contexte. La Convention sur les changements climatiques a été adoptée en 1992. À cette époque-là, les experts misaient sur un réchauffement de 5 degrés à la fin du siècle, en 2100. Actuellement, les scientifiques nous disent que ce sera un réchauffement qui est évalué à peu près 2,5-2,6 degrés d'ici la fin du siècle. Donc c'est quand même moitié moins. Donc je dirais jusque-là, c'est déjà assez positif, même si on est bien en dessous des engagements qui ont été pris, notamment lors de l'accord de Paris. Alors, quel bilan de cette COP ? C'est un bilan, je dirais, assez mitigé. Donc, depuis 10 ans, depuis l'accord de Paris, on discute sur l'architecture globale de l'action climatique. Et cette COP à Belém avait véritablement pour but une mise en œuvre. On l'a d'ailleurs appelée la COP de la mise en œuvre, qui était de passer un petit peu des discussions aux engagements. Alors, les engagements, on en a obtenu certains, non sans mal. Il est vrai que des pays sont arrivés avec des ambitions plus élevées. On a clairement vu une opposition à l'abandon des énergies fossiles. Et là, je crois que c'est une véritable déception, en tout cas en ce qui concerne la principauté. En revanche, il y a des aspects positifs. On a acté un triplement des aides, des financements aux pays qui ont besoin véritablement d'une adaptation au changement climatique. Et puis, on a aussi adopté un certain nombre d'indicateurs qui permettent à chacun de pouvoir évaluer quelle est justement cette adaptation au changement climatique. Avant, chaque pays le faisait un petit peu seul. Maintenant, on va disposer d'outils unifiés qui permettront de cibler les pays qui nécessitent un soutien plus intense au niveau donc de leur adaptation. La principauté qui a pris des engagements en matière d'émissions de gaz à effet de serre, quels sont-ils et que fait-on pour les tenir? Les explications du ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme, Céline Caron. Les engagements de la principauté, je le rappelle, moins 55% à horizon 2030. Mais surtout cette année, à la COP30, il a fallu confirmer des engagements intermédiaires
entre 2030 et la neutralité carbone de 2050. Et nos engagements sont de moins 67,6% à horizon 2035. Quels sont aujourd'hui nos résultats sur le rapport d'inventaire, le dernier, qui correspond aux données de 2023, puisque nous avons toujours 2 années de décalage. Nous avons atteint à peu près moins 41, un peu plus de moins 41% de réduction de gaz à effet de serre par rapport à l'année de référence qui est 1990. Concrètement, vous le savez, nos 3 leviers, nos 3 domaines de prédilection pour réduire nos gaz à effet de serre sont les 3 domaines qui sont générateurs de gaz à effet de serre, et je le rappelle, l'énergie des bâtiments, donc tout le secteur du bâtiment dans lequel nous agissons, le secteur de la mobilité et le secteur des déchets, du traitement de nos déchets. Alors sur le bâtiment, nous avons souvent parlé des boucles thalassothermiques, et donc effectivement un de nos domaines aujourd'hui d'action est celui de l'accélération du déploiement des boucles, puisqu'ils nous permettent de réduire à travers ce dispositif qui est vertueux, de réduire à peu près, de gagner 6% de réduction de gaz à effet de serre dans ce domaine-là, donc c'est assez significatif. Donc vous connaissez la boucle du Larvoto, nous avons déjà la boucle de la Condamine qui est en train de s'étendre, et bientôt la boucle de la Costa qui nous permettra de décarboner une partie des bâtiments un peu plus haut sur le territoire de la Principauté, dans le quartier de Monte-Carlo. Ensuite, sur la mobilité, vous connaissez donc l'ensemble de notre parc de bus qui est aujourd'hui complètement électrique, donc décarboné. Nous avons un gros déploiement des bornes de recharge, mais pourquoi ? Parce qu'elle nous permet de transiter notre parc de véhicules roulants de l'énergie thermique vers l'énergie électrique. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer d'intensifier et de soutenir cette politique publique. Et puis sur le traitement de nos déchets, nous avons le tri des plastiques qui est un point important. Donc nous sommes assez bons élèves sur le tri à la source. Nous menons toujours des actions pour réduire le plastique à usage unique. Et il faudra prochainement continuer ces efforts pour enlever toute source de tri de plastique dans nos poubelles avant leur traitement définitif. Parce que le plastique est effectivement générateur et émetteur de gaz à effet de serre. Dossier sur le bilan de la COP30 réalisé par Fabien Bonilla. Et sachez que la COP31 se déroulera à Antalya, en Turquie, en novembre 2026. La mobilisation en faveur de l'environnement à Monaco passe aussi par la Semaine européenne de réduction des déchets. Ce matin, une conférence de sensibilisation s'est tenue au Stade Louis II avec un focus sur les déchets électriques et électroniques, un enjeu qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Le reportage de Christinda Petit-Ommel et Arnaud Imbert. Lancée il y a quelques jours, la Semaine européenne de réduction des déchets se tiendra jusqu'au 30 novembre et de nombreuses initiatives se tiennent actuellement en principauté à cette occasion. Cette année, l'accent est mis sur les appareils électriques et électroniques dont la présence dans les foyers a bondi de près de 80% depuis 2010. On voit avec l'époque actuelle qu'il y a de plus en plus d'objets connectés, tout est connecté, tout comporte de l'électronique. Je prends des exemples, la cigarette électronique que l'on voit un peu partout, c'est assez difficile à traiter. La SMA est en contrat avec des prestataires qui sont spécialisés chacun dans leur filière et qui nous garantissent un exutoire, comme on dit dans le métier, qui va pouvoir garantir, à partir du moment où la SMA va collecter ce déchet, jusqu'au traitement final. Donc on aura le suivi de tout le parcours que va faire ce déchet. Au stade de Louis II, porteurs de projets et associations et spécialistes ont présenté leurs actions, allonger la durée de vie des appareils, encourager la réparation, mieux organiser la collecte. Des initiatives destinées à répondre à un enjeu désormais majeur pour l'Europe et à former surtout la jeunesse. Les jeunes, si on les cueille maintenant sur leur précaution à l'environnement, ça va durer toute leur vie. Et du coup, on s'assure que pendant de nombreuses années, ils vont prendre soin de cette planète. Ça va peut-être donner des vocations à certains. Et puis, pour moi, c'est un sujet incontournable aujourd'hui. Ça paraît un des b.a.-ba, comme on apprend à faire des additions, on apprend à prendre soin de la planète. C'est vrai que les jeunes sont aussi confrontés à beaucoup de nouvelles très terrifiante en fait et tout l'axe de cette semaine et des actions qui ont été proposées, c'est
de la légèreté, c'est du plaisir à faire les choses de façon vertueuse. Mettre en valeur, réunir les acteurs et donner des idées amusantes, innovantes et chercher toujours à progresser. Car au-delà du tri, ces déchets contiennent des matériaux précieux qu'il est essentiel de récupérer. Une bonne gestion des déchets permet ainsi de limiter l'impact environnemental tout en valorisant des ressources indispensables à de nombreux secteurs. Son livre a fait parler. L'historienne Lucille Pétavin est l'auteure du Coût de la virilité, dans lequel elle met des données chiffrées précises sur un sujet rarement quantifié, l'impact économique et social des comportements violents et risqués et très majoritairement masculins dans notre société. Combien cela coûte-t-il réellement en termes de justice, sécurité, santé, réparation? Lucille Pétavin donne une conférence à Monaco ce soir à l'invitation du Zonta Club et elle est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire Le coût de la virilité ? Eh bien, je me suis rendu compte que quand on regarde les statistiques de la violence, non seulement les violences qui sont faites aux femmes, mais de tous les types de violences, il y a une surreprésentation des hommes. Et que cela a des coûts en termes financiers et humains pour la société, pour les citoyens et les citoyennes, et que tant qu'on ne regardera pas ces coûts et les véritables origines de la violence, c'est-à-dire le fait qu'elle soit commise dans l'immense majorité des cas par des hommes, et qu'on comprenne pourquoi les hommes se comportent de cette façon, eh bien, on ne coupera pas le robinet des violences. Mais y a-t-il eu un événement déclencheur ou un constat personnel qui vous a lancé dans cette enquête, qui n'était pas a priori évidente et spontanément qui venait à l'esprit? Alors moi, je suis féministe, ça fait très longtemps que je travaille sur la différence entre les hommes et les femmes dans la société, par mon parcours universitaire, professionnel, associatif. Et en étudiant la violence des hommes, je me suis rendu compte que, par exemple, en France, la population carcérale masculine représente 96,3% du total. Donc, on a des prisons qui sont remplies d'hommes, des ministères de la Justice et de l'Intérieur qui fonctionnent en grande majorité pour les hommes. Et je crois que c'est ces chiffres absolument choquants qui ont été à la base de mon travail d'estimation du coût de la virilité. Mais alors, comment avez-vous très concrètement procédé pour compiler, analyser toutes ces données et donner un coût chiffré ? Alors, je me suis basée sur des statistiques officielles qui sont publiées chaque année par les ministères de la Justice et de l'Intérieur et qui indiquent qu'en France, 83% des mises en cause par la justice sont des hommes, que 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes et que les hommes sont surreprésentés dans tous les types d'infractions et notamment les plus graves. Par exemple, 86% des auteurs d'homicides, 97% des auteurs de violences sexuelles, 99% des auteurs de viols, 91% des auteurs de cambriolage, etc., etc. Et ce que j'ai calculé, ce n'est pas le coût des hommes, c'est le coût de la virilité, c'est-à-dire ce qu'un État économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes, c'est-à-dire s'ils commettaient aussi peu de délits qu'elles. Et effectivement, il y a des coûts directs pour l'État en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé, et puis des coûts indirects qui sont supportés par la société, puisqu'il y a des pertes de productivité, des destructions de richesses, des souffrances aussi physiques, psychologiques pour les victimes. Et donc tout cela, ce sont les conséquences d'une éducation que nous donnons aux hommes et qui les pousse à se comporter en tant que dominants à travers cette valeur de virilité. Oui, et puis alors là, vous avez parlé effectivement d'actes notamment qui sont commis par des adultes, mais cela vaut aussi un peu plus jeune, dans l'adolescence, à l'école, les actes de violence aussi sont majoritairement le fait des garçons. Oui, effectivement, ça commence très tôt et on a des chiffres au collège qui indiquent que déjà 90% des élèves punis sont des garçons et 96% des élèves punis pour violence sur autrui sont aussi des garçons. Ce qu'on peut s'apercevoir avec ces chiffres, c'est que finalement, il y a un continuum, une acculturation à cette domination des garçons tout au long de leur vie. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des solutions concrètes qui ont été évoquées et qui vous semblent les plus efficaces pour réduire l'impact de cette virilité toxique sur la société? Alors dans un spectre effectivement très large, qui va de l'éducation à la politique publique.
Tout à fait. Quand je parle d'éducation, ça se joue à toutes les strates de la société. Ça commence dans la famille, mais il y a aussi la culture, il y a aussi l'école, etc. En France, peut-être un des résultats les plus probants suite à la publication de mon travail, c'est la sécurité routière qui a enfin fait des campagnes en indiquant que non, ce n'était pas simplement une question d'alcool ou de vitesse au volant qui provoquait des accidents, mais que les personnes qui conduisent en état d'ébriété ou qui dépassent les limitations de vitesse sont les hommes. Lucille Pétavin, ce sera ma dernière question, mais elle sera peut-être révélatrice. Quelles ont été les réactions les plus fortes, positives ou négatives, que vous ayez reçues après la publication du livre ? Alors, elles ont été globalement très positives. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir un certain nombre de résistances, et notamment de la part des hommes, parce que quand on parle de virilité, on parle des valeurs qui constituent l'ego masculin, et c'est parfois dur de se remettre en question. Mais avec cette approche statistique et chiffrée, on parle à tous. On parle aussi notamment aux hommes qui sont habitués à être plus à l'aise avec les chiffres, mais on parle aussi aux décideurs. Et si on veut convaincre les citoyens, les citoyennes et les politiques d'agir, l'argument financier n'enlève en rien la question de l'éthique, mais effectivement permet de prendre conscience un peu plus des conséquences de cette culture de la virilité et la nécessité et l'urgence d'agir sur cette question. Merci Lucille Pétavin d'avoir été notre invitée ce soir à l'occasion de votre venue à Monaco pour donner cette conférence et proposer cette mise en lumière d'un phénomène de société peut-être pas toujours très connu, le coût de la virilité. Merci. Merci. Ouvrons le chapitre sportif de ce journal. En basket, 4 jours après une victoire sur le parquet de l'Asvel en Euroleague, la Roca Team retrouvait le championnat de Betclic Elite avec la réception de Bourg-en-Bresse hier soir à Gaston-Médecin. Un match fou que Monaco a laissé filer dans les dernières secondes. Score final 91-89. Retour sur cette rencontre avec Frédéric Elion et Hugo Comasa. Fin de série pour la Roca Team. Après 6 victoires consécutives en Betclic Elite, Monaco a chuté à domicile face à Bourg-en-Bresse dimanche soir. Un match que Monaco a laissé filer après avoir été devant quasiment toute la rencontre. Le début de match est un feu d'artifice offensif, 28-27 pour Monaco qui accélère en début de deuxième quart-temps. Un 10-2 en 2 minutes avec un bon apport de Makoundou et Bégarin. Eli Okobo est injouable, plus 8 Monaco à la pause, 52-44. La Roca Team va ensuite encaisser un terrible 17-0 à cheval entre la fin du 3e et le début du 4e quart-temps. McGee donne l'avantage à Bourg pour la première fois sur ce tir longue distance. Eli Okobo va ensuite inscrire 11 points consécutifs pour redonner l'avantage à Monaco, 28 points au final pour l'international français. La Roca Team est à +1 avec la possession à 20 secondes du buzzer, mais va perdre un ballon qui va coûter très cher. Sur l'action suivante, Mokoka, meilleur marqueur côté JL avec ses 23 points, climatise Gaston-Médecin dans le corner. 91-89 et surtout 49 rebonds à 25 pour Bourg-en-Bresse qui l'emporte à Gaston-Médecin. On n'a pas lâché, on y a cru jusqu'au bout. On sait que c'est une très très bonne équipe et qu'on ne peut pas faire beaucoup d'erreurs contre eux. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de profondeur de banc et on a essayé de combattre, mettre de la hargne et aujourd'hui on a la victoire et ça nous fait plaisir. C'est une défaite qu'on aurait largement pu éviter. Franchement, pendant tout le match, je pensais qu'on était en maîtrise et que c'était un match qu'on devait gagner, même si à certains moments on s'est fait des frayeurs, mais en réfléchissant un peu et en prenant un peu de recul, on n'a jamais su vraiment faire un break. À chaque fois qu'on est repassé devant ou qu'on a mis un écart, ils sont vite revenus. Donc je pense qu'on a eu ce qu'on méritait, on a un peu trop joué avec le feu et aujourd'hui on s'est brûlé. Avec cette défaite, Monaco manque l'occasion de récupérer le fauteuil de leader de Betclic Elite. Du football avec la victoire hier du Monaco United à Carrosse. Les Monégasques se sont imposés 4-1 lors du premier tour de la Coupe Méditerranée qui représente l'un des principaux objectifs de l'équipe cette année.
Hier soir, le Yacht Club de Monaco accueillait le gala des meilleurs ouvriers de France en présence du prince souverain. 200 convives ont partagé un cocktail et un dîner préparé par 8 chefs meilleurs ouvriers de France. L'occasion de sceller un partenariat entre le lycée Régnier III et les meilleurs apprentis de France. Jean-Pierre Cazu, responsable pour les Alpes-Maritimes du concours, est revenu au micro de Gaëtan Lebrun et Thomas Deus sur cette collaboration. Donc cette année, le lycée Régnier III a décidé de se lancer dans le concours des meilleurs apprentis de France sous la houlette de M. Jean-Philippe Vinci. Et donc on a déjà rencontré les enseignants, on a rencontré déjà pas mal de monde. Et donc dans tous les métiers de la cuisine, les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, plus les métiers techniques de l'électricité, des sanitaires, des choses comme ça. Donc beaucoup de jeunes apprentis vont concourir cette année pour cette 41e édition du concours d'un des meilleurs apprentis de France. En fait, au départ, ils ne savent pas vraiment à quoi ça va leur servir, mais ça va être un point extrêmement important dans leur CV, puisqu'en fait, quand ils auront affaire à un prochain employeur, l'employeur il choisira plutôt un meilleur apprenti de France plutôt que quelqu'un qui n'a pas concouru, tout simplement parce qu'ils se sont donnés dans un challenge énorme pour sortir en titre que le meilleur d'eux-mêmes, et donc ça, c'est un grand point positif en fait pour leur prochain employeur. Des liens étroits unissent Monaco à l'Irlande et la bibliothèque irlandaise Princesse Grace offre l'opportunité à des auteurs ou académiciens 2 fois par an de venir en résidence dans ses locaux et de bénéficier ainsi d'un accès privilégié aux nombreux ouvrages qu'elle possède. Pour ce mois de novembre, il s'agit du professeur Christopher Morash, enseignant à la prestigieuse faculté Trinity College de Dublin. Une opportunité pour lui de travailler sur son prochain livre. Nous l'écoutons. I've been writing a book about Irish literary salons, about Irish writers meeting to talk to one another, and this is the perfect place to do it. The collection of books here is just ideally suited to what I'm writing about. There are books here, first editions of books by people like W.B. Yeats, Lady Gregory, Sean O'Casey, just all the writers I want are in the room here around me, and it's incredibly inspiring. It should be in print next year, I hope. It's for Cambridge University Press. And what I'm interested in is when we read works of literature, quite often before the writing started, there was a conversation. And those conversations are like the lost part of the literature. They're like the part of the iceberg that's underwater. So I'm trying to recover those conversations. And a lot of times people wrote letters to one another, they kept diaries, they wrote memoirs, they'd say, I met with Yeats last night and he said this, and then you find that trace of that in the work of literature. So that's what I'm trying to do. Le professeur Morash a également animé une conférence le 13 novembre dernier sur le thème « Les salons littéraires perdus de Dublin ». Ces résidences sont organisées grâce au soutien de l'association Ireland Funds Monaco, dont nous écoutons la présidente. The Ireland Funds Monaco, Bruxelles, they bring all these writers every year, twice per year. And it's fantastic because they can spend time here in the library and see all the collection we have here and work with all projects they have and go back home to Ireland and have all this information with them. We support the culture, like the Ireland Funds in Monaco, and we support a lot of the communities in Dublin, all around Ireland. So it's more the cultural and community development and all around the world as well. Des propos recueillis par Alexandra Pani et Lionel Bernardi. À l'occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre Monaco et la République populaire de Chine, une exposition est présentée dans le hall de la gare. Elle met en lumière la vitalité des échanges culturels et artistiques nés de ce partenariat historique. Depuis 1994, Monaco et la Chine tissent des liens fondés sur la confiance et un dialogue toujours plus riche, comme le souligne Marie-Pascale Boisson, ambassadeur de Monaco en Chine. Ça ne paraissait pas évident d'allier l'art et les trains, l'art et la SNCF, mais finalement je trouve que c'est une merveilleuse idée, d'autant plus que l'artiste chinois M. Yui Chao qui expose ici a vraiment une thématique qui est en totale conformité avec les voyageurs qui passent ici dans cette gare. Comme vous le savez, nous avons de très grandes différences.
l'éloignement géographique, le système socio-économique, également nos traditions culturelles, historiques. Et malgré cela, il s'est construit au fil du temps, au fil de ces 30 ans, dans des domaines d'intérêt commun, l'économie, le sport, l'environnement, très important désormais pour les autorités chinoises, et la culture, des liens d'amitié qui sont de plus en plus renforcés selon les années. Mais cette année, effectivement, nous avons eu beaucoup d'événements, des concerts, des expositions des deux côtés, que ce soit en Chine ou ici à Monaco. Marie-Pascale Boisson, ambassadeur de Monaco en Chine, était interviewée par Christine Tomel et Jean-Alexandre Dordet. Le Monte-Carlo Jazz Festival bat son plein. Parmi les nombreux artistes à monter sur scène cette année, le groupe Deluxe, qui s'était déjà produit à Monaco pour la fête de la musique en 2017. Ce groupe français d'électropop a de nouveau électrisé le public samedi soir. Ils ont présenté notamment leur nouvel album qu'ont particulièrement apprécié Fabien Bonilla et Alfonso Ciulla, qui enregistraient l'émission musicale Backstage, dont voici un extrait avec 2 membres du groupe qui présentent le nouvel album joué en grande partie sur scène et le titre « Ça fait plaisir ». J'ai l'impression qu'on a exacerbé le fait qu'on soit 6 entités, qu'on soit vraiment 6 individus avec des goûts et des idées différentes et qu'on a tous des idées différentes à apporter au projet Deluxe. Et on se fait de plus en plus confiance d'album en album. Il y a un concerto de classique, du coup, qui n'est pas une fugue. Qui n'en est pas une. Fugue. Il y a un morceau qui ressemble un peu à Rage Against the Machine, très rock. Oui, Where the fuck is Jason. Voilà, exactement, que j'adore. Et il y a de la variété très dansante. Il y a de la musique cubaine, il y a de la musique brésilienne, il y a des cuivres, enfin le sax, bravo quoi, le saxo il est fantastique. Je pense que plus on grandit, plus on assume ces différentes facettes, on est une boule à facettes et on assume chaque facette, même si elles sont parfois très opposées. C'était un extrait de l'émission Backstage qui fêtera ses 10 ans avec le groupe Deluxe. Diffusion de l'émission le samedi 20 décembre à 21h. Et l'édition 2025 du Monte-Carlo Jazz Festival se poursuit, elle, jusqu'au 29 novembre. Prochaine date, mercredi, avec à l'affiche une légende du jazz jamaïcain moderne, Monty Alexander, et le pianiste et chanteur colombien Yuri Buenaventura. Ce journal touche à sa fin. Nous nous quittons avec les photos de fin d'édition. Elles sont consacrées au concours Young Chief, Young Waiter et Young Mixologist, une compétition qui s'adresse à de jeunes professionnels et qui s'est déroulée aujourd'hui au lycée Régnier 3. Nous y reviendrons dans le journal de mardi à 19h. Ces photos sont signées Stéphane Dana. Dans un court instant, les prévisions météo d'Alexandra Pani. Je vous retrouverai quant à moi demain à 19h. Très belle soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, la météo de ce mardi 25 novembre sera clémente, un ciel couvert d'un léger voile dans la matinée, mais le soleil s'affirmera dans l'après-midi. Une légère brise soufflera tout au long de la journée. Le thermomètre affichera 9 degrés le matin et grimpera jusqu'à 14 degrés dans l'après-midi. Nous souhaiterons une excellente fête aux Catherine et je vous rappelle que le 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.